BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Sincèrement, quel plaisir de vous retrouver chaque week-end, à la fois sur BFM Business, mais sur la chaîne YouTube de Tech Co, en podcast audio, en vidéo aussi, bien évidemment. Bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech de la fin de la semaine, avec deux parties, bien sûr, comme à chaque fois. Tout à l'heure, on s'intéressera avec Christophe Joly à la genèse d'Android. 2008, premier smartphone Android. C'était le début d'une histoire incroyable. Christophe nous racontera tout ça dans Nostalgeek. Je vous rappelle le hashtag DQJMM pour nous suivre et réagir à tout ce qu'on raconte. Un grand merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Et évidemment, on va commenter l'actu de cette semaine avec, sur le plateau de quoi je me mêle, ce week-end, nous avons Pierre Fontaine. Salut Pierre. Bonjour. Qui représente la rédaction de Tech Co, la puissance de la rédaction de Tech Co, ici même. Regardez ça. Il pourrait montrer ses biscottos. Vous seriez impressionné. Je les ai laissés à la rédaction. Ah, c'est ça. Désolé. Et puis Nicolas Lelouch qui est là. Salut Bon Nico, François, salut quel Pierre. plaisir. C'est tellement rare de voir Nicolas Lelouch dans De quoi je me mêle. C'est trop cool. Bah, moi, je suis très content d'être là, surtout avec vous deux. Ça me fait vraiment très plaisir de Plaisir partagé. passer du temps avec vous. Voilà, Nico qui représente évidemment la rédaction de l'excellent site Numérama. On va commencer justement par une visite que tu as pu faire pour Numérama et aussi pour nous, finalement, puisque tu vas nous raconter tout ça. Tout à fait. Il s'agit du futur de Disneyland Paris. Et vous vous dites, mais pourquoi on va parler dans De quoi je me mêle de Disneyland ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Eh bien, en fait, il faut savoir que dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau parc, il y a énormément de tech et notamment un robot. Tu vas tout nous expliquer. Mais raconte-nous un peu le contexte. On est dans cette logique d'expansion du parc Disneyland Paris. Hein, Et donc, certains journalistes ont pu voir en avant-première à quoi ça va ressembler. C'est ça, on a eu la chance sur Numérama, c'était lundi, du coup, d'aller à Disneyland pour une journée presse avant-première. Alors, c'est plus qu'une expansion, c'est une vraie réinvention du parc. Et comme ça, on dirait que je suis en train de réciter un argument marketing. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux parcs à Disneyland, Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Walt Disney Studios, ça a longtemps été le parc le plus faible des deux, entre guillemets. C'est celui, le second parc, on va dire. Le second parc, sur lequel il y avait pas mal de bonnes attractions ces dernières années, mais il est minuscule. Il se visite en 2-3 heures. S'il n'y a pas trop de queue, on peut très vite faire le tour. Et là, l'idée, c'est de fermer... Ce qui est rare. Ce qui est rare, oui. On peut acheter les fast-pass, tout ça. Ouais. Mais l'idée, à partir du 29 mars 2026, c'est pour ça qu'ils ont organisé un événement avec la presse, ils vont fermer ce Walt Disney Studios et ils vont le rouvrir sous une nouvelle appellation, Disney Adventure World. Et ce n'est pas juste un changement de nom, c'est un agrandissement total. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez basiquement une ligne horizontale avec des attractions réparties un petit peu n'importe comment. Là, vous allez avoir une grande allée centrale, des vrais quartiers dédiés à chaque univers, Pixar, Marvel, tout ça. Un lac immense sur lequel il y aura des spectacles. Et enfin, un nouveau land, la Reine des Neiges. Et c'est là où il y a un petit angle tech qui était assez surprenant et assez amusant. C'est très sympa. Mais donc, tout ça ouvre, tu le disais, fin mars. Oui. Mais ils vont fermer quand ce Disney Studio pour le réouvrir en fait ? En soi, c'est juste des barrières qui vont tomber. Donc le 28 mars, ça s'appellera Walt Disney Studio. Le 29 mars, ça sera Disney Adventure World. Mais ça sera beaucoup plus grand. Et il y aura déjà les attractions qu'on connaît resteront. Les attractions qu'on connaît resteront. Il y en a même qui sont actuellement en rénovation pour être prêtes pour la réouverture, pour que tout soit plus beau. Et les deux choses qui m'ont beaucoup intéressé sur Numérama, c'est à la fois l'attraction Reine des Neiges, qui ressemble en soi à ce qu'on peut avoir déjà dans les parcs d'attractions Disney. Alors, vous savez, ces petites balades en bateau avec des poupées qui sont animées, etc. Comme Small World. Exactement, comme Pirates des Caraïbes. Sauf que là, on est sur des robots qui sont beaucoup plus réalistes qu'avant, beaucoup plus animés. C'est la technologie la plus avancée qui existe sur la robotique pour les parcs d'attractions à ce jour. Et surtout, là, on le voit à l'écran, ce petit robot Olaf, donc le célèbre bonhomme de neige de la Reine des Neiges, c'est un robot. Ça, c'était une surprise. C'était pas quelque chose d'annoncé par Disneyland en avance. L'idée, c'est qu'on voit de plus en plus ces derniers mois les robots humanoïdes ultra-futuristes, figures, etc., qui sont censés faire la vaisselle, plier le linge pour nous, et qui font un petit peu peur. Hein. Ils font entre 1m60 et 1m70, ils sont puissants, ils ont une musculature humaine. Là, voilà, Disney a une approche totalement différente sur les robots humanoïdes. Ils ont mis un robot humanoïde, ils lui ont mis un déguisement d'Olaf, et il est capable de se déplacer dans le parc, d'aller
parler aux visiteurs, d'aller les surprendre, de faire des blagues, de danser. Il faut reconnaître que quand on le voit en vrai, c'est absolument mignon. Enfin, on s'attache très vite à ce petit bonhomme qui est très drôle parce qu'il reprend toute la maladresse du personnage du dessin animé. C'est-à-dire que quand il marche, il regarde vers le sol comme s'il était pensif. Si on lui enlève le nez, c'est possible, c'est un nez magnétique, il va réagir en mode « rends-moi mon nez ». Enfin, tout est pensé pour créer un personnage beaucoup plus interactif qu'autrefois. Et je pense que ça pourrait être le futur des parcs d'attractions. Intéressant. On voit que, évidemment, Disney a été très précurseur dans ce domaine-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, les animatronics, c'était même, je crois, la genèse du parc il y a plusieurs dizaines d'années. Alors évidemment, ça a évolué avec les technologies. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, eh bien voilà, les dernières technos sont aussi à Disney. Ça donne envie de voir tout ça. Pierre, tu t'intéresses un peu à ce... En fait, Disney, c'est vrai qu'on connaît la fameuse magie Disney, les films, les produits dérivés. Mais il y a un truc qui est un peu moins connu, c'est qu'ils ont des centres de R&D hyper pointus. Alors, on en voit les implications avec le Stagecraft, par exemple, la technologie qui avait été développée avec ILM, les écrans qui permettaient de réaliser des scènes avec un minimum de décors réels et des écrans, enfin un décor projeté. Sans écran vert, c'est l'écran vert, mais en vrai. Voilà, c'est un écran vert, mais c'est impressionnant. Il y en a un à Paris, d'ailleurs. Il y a un truc comme ça en région parisienne, au nord de Paris, qui est impressionnant. C'est une espèce de grande sphère comme ça, où vous pouvez tourner... n'importe quelle scène. Et en fait, ça c'est la techno qui sert pour les films. Et ils développent aussi, mais depuis des années, effectivement, des robots, des animatronics, des robots. Et ils essayent aussi de développer ce qu'ils appellent des humains numériques, c'est-à-dire en fait des robots plus vrais que nature pour, par exemple, intervenir dans certaines attractions un peu risquées, genre quelqu'un qui est catapulté hors d'un canon dans, je ne sais pas, Pirates des Caraïbes, par exemple. C'est un robot, mais qui va avoir l'apparence d'un humain, qui pourra faire coucou à la foule avant de monter dans le canon, etc. etc. En fait, donc, il y a un vrai travail de fond. Et ils ont je crois de mémoire, c'était plusieurs mille, je dirais 4000 de mémoire, brevets juste sur l'IA, par exemple. C'est assez surprenant, on n'y pense pas forcément. On ne voit pas Disney comme une boîte tech. Alors qu'en fait, en termes d'innovation technologique, images de synthèse, reproduction vocale, génération d'images, ils sont vraiment en pointe. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais ce robot, est-ce que c'est un vrai robot ou est-ce qu'il y a un gars qui est caché qui le pilote? Il y a des enfants dedans. Non, mais évidemment, c'est un vrai robot. Il y a quelques images qui ont été montrées à la presse où on voit l'intérieur du robot, donc c'est vraiment proche des petits humanoïdes. Le seul truc à avoir en compte qui est important, c'est que c'est télécommandé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de volonté chez Disney, comme chez les constructeurs de robots humanoïdes, d'avoir des robots automatisés, intelligents. Ouais, donc tu as quelqu'un qui est caché, qui a une manette et qui... Oui, il y a quelqu'un qui a une manette. Et pour moi, toute l'interrogation qu'on va avoir avec ce produit, c'est est-ce qu'il sera vraiment en libre service dans le parc en permanence? Vendu à la ou alors vendu, j'en doute, à moins d'avoir un très gros budget, mais pourquoi pas. Ou est-ce que ça sera des apparitions très occasionnelles, très rares dans la journée, ce qui est à mon avis le plus probable, parce qu'on peut imaginer que ça coûte cher, que des enfants qui se jettent dessus pour lui faire un câlin et qui lui cassent un bras, ça pourrait avoir pour conséquence plusieurs milliers d'euros de réparation. Donc le plus probable, c'est que pour l'instant, on est sur de la pure démonstration technologique, mais que ce soit quelque chose d'utilisé par des humains, avec une manette cachée, pour aller interagir avec les gens une demi-heure par jour, et on s'arrêtera là. Et puis ne serait-ce que l'autonomie aussi. Il y a des batteries là-dedans, tu vois. Donc, généralement, les robots humanoïdes, ça a des bonnes batteries, d'autant plus que lui, il ne fait pas grand-chose à part marcher. Donc je pense qu'il peut tenir... Il peut avoir une grosse batterie au milieu. Oui, il doit avoir une grosse batterie. Il doit pouvoir tenir quelques heures. Mais... disons que le fantasme à la Westworld, alors est-ce que c'est un fantasme? Je ne suis pas sûr, mais d'avoir des parcs d'attractions avec des robots qui se feraient passer pour des humains, tout ça, on en est encore un petit peu loin, mais que ce robot Olaf est un premier pas vers ça. Et c'est intéressant de voir que Disneyland se positionne là-dessus avec des personnages qui ne sont pas ceux qu'on peut habiller en humain. Mais Olaf ne peut pas vraiment exister avec quelqu'un déguisé. Mais est-ce que demain, finalement, pour gagner encore en réalisme, on ne pourrait pas imaginer tous les personnages de Disney en robots, finalement? Si, totalement. Mais... Alors, peut-être pas les personnages humains, mais tu vois, des Baloo, des Picsou, des Donald, des Mickey. Peut-être que demain, on pourra avoir un réalisme encore plus impressionnant. Bien sûr. Avec un robot à l'intérieur, quoi. J'ai deux exemples là-dessus. Aux États-Unis, ils ont des robots Star Wars, donc c'est plus simple qu'un humanoïde parce que ça roule. Ils ont du R2D2. Oui. Et puis ça fait partie de la genèse même de l'histoire de Star Wars. Ça fait partie. Donc là, le fait que ce soit un humanoïde, c'est une première, en tout cas, sous cette forme. Alors, on sait que la prochaine étape pour le nouveau parc de Disney à Paris, ça va être un land sur le thème du Roi Lion, qui sera pour le coup exclusif au Roi Lion. Je suis convaincu que d'ici là, on va avoir des robots Pumba, des robots Simba.
et qu'on pourrait imaginer qu'un Simba se balade au milieu du parc et que, évidemment, tous les enfants, tous les adultes vont être fans. Ils ne vont pas dresser des phacochères? Ils pourraient, mais... Je suis un peu déçu, du coup. Mais j'ai des doutes. Mais moi, j'ai juste une question. Tu parlais d'interaction tout à l'heure. Est-ce que c'est des vraies interactions, avec une réaction, par exemple, je dis bonjour, il est où ton nez, il va me répondre, ou est-ce que c'est ces trucs préprogrammés un peu A priori, il y aura des deux. Il y a des phrases préenregistrées, mais de ce que j'ai vu, quelqu'un a l'air de pouvoir parler au bout du fil avec une transformation de voix. Donc, c'est parfaitement imaginable que quelqu'un se cache dans un poste de télésurveillance, contrôle Olaf, voit quelqu'un en train de manger sur un banc et se met derrière en mode « Hello, tu manges quoi ?» Enfin, tu vois, je pense que c'est possible et ça renforcera la magie du truc. D'accord, mais c'est pas un LLM qui tourne en boucle et qui... Non, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il a pas de compréhension physique du monde, ce robot. Il est vraiment commandé sur la fin, d'ailleurs, là, sur le moment où ils l'ont présenté, il est reparti vers les coulisses. Et je pense que celui qui le commandait n'était pas en ligne droite et il a failli se taper le mur, il s'est arrêté avant le mur, il s'est décalé à gauche et il est reparti. Donc c'est très réaliste quand il marche, mais il n'est pas intelligent. Ok. Bon, voilà. Je pense qu'il y aura d'autres innovations technologiques qu'on découvrira plus tard, et espérons qu'il y ait des attractions qui nous permettent de vous raconter un petit peu comment la tech est en train de révolutionner nos divertissements. C'est cool. Dans l'actualité, alors là, on passe carrément à toute autre chose. Peut-être avez-vous entendu parler ou vu d'ailleurs cette nouvelle fonctionnalité sur X, c'est la localisation des comptes. Alors on se dit au départ, ok, c'est une fonctionnalité parmi tant d'autres, mais en fait on ne se rend pas compte de l'impact qu'a cette fonctionnalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous créez un compte, eh bien on saura dans quel pays vous êtes. Ouais, sauf à utiliser un VPN, effectivement, mais c'est signalé. Sauf à utiliser un VPN, bien évidemment, il y a toujours des contre-feux, des leurrs, mais pour l'immense majorité des gens, ça va être ça. Et en fait, on se rend compte que ça change beaucoup de choses ça apporte une information dans un profil qui est pas anodine, Pierre. Ouais. En fait, alors, on revient pas sur la notion d'anonymat, mais d'une certaine manière, ça resserre un petit peu cet anonymat total qui parfois font que sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent complètement. Et là, ce qui est intéressant, en l'occurrence, avec la notion de localisation des comptes, c'est qu'on découvre que des gens qui ont des propos très véhéments sur des sujets ne sont pas du tout concernés par les sujets. J'explicite, c'est par exemple, on s'est rendu compte que parmi les comptes pro-Trump les plus populaires, il y avait beaucoup de comptes qui étaient en Russie, qui étaient en Asie du Sud-Est, qui étaient en Inde, au Pakistan. Donc des comptes qui n'avaient en fait rien à voir, avec la politique américaine et avec le monde MAGA en particulier. Donc ça pose des questions, parce que quand ça vient un compte qui vient de Russie, par exemple, on se dit, il y a des accointances trumpistes ça pose problème. On se dit, est-ce qu'il y a une ingérence? Est-ce qu'il y a une volonté d'ingérence? Pour les autres comptes, on se dit, il n'y a pas forcément d'ingérence, mais quelles questions ça pose dans ce cas-là? Et les questions que ça pose, c'est effectivement de se dire, les réseaux sociaux qui ont déjà les fameuses bulles cognitives, qui renforcent nos positionnements, qui renforcent notre façon de penser, en fait, elles sont devenues le jeu de certaines personnes qui vont monétiser ce temps d'attention qu'on accorde aux réseaux sociaux en proposant des contenus de plus en plus véhéments pour qu'on adhère, pour qu'on revienne, pour qu'on suive des comptes. Et en fait, il y a une forme de monétisation de la démocratie, si je veux faire un gros raccourci. D'accord. Et c'est un peu préoccupant. Et quand j'ai donné l'exemple par exemple, des comptes pro-Trump, mais il y a des comptes d'extrême gauche ou des comptes d'extrême droite en France, qui sont très, on va dire, à charge contre l'immigration en France. Et qui font beaucoup d'engagement. Voilà, et qui font beaucoup d'engagement et qui sont en fait pilotés par des personnes en Afrique, en Croatie, etc. Donc, qui ne sont pas des personnes qui sont en France et qui ne sont pas, en tout cas, les personnes qu'elles prétendent être, avec les images de profil, etc. C'est-à-dire le bon français de base qui est préoccupé par la sécurité en bas de chez lui. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème, du coup. Et ça en fait, ça met ça a jeté une lumière sur une sorte de mise en scène de l'information et des positions fortes qui sont clivantes. Et en fait, ça appelle à relativiser un petit peu tout ça et à se dire, OK, pour nos démocraties, est-ce qu'on n'a pas finalement un vrai problème là? Ouais. Alors concrètement, moi je suis en train de regarder sur mon compte, parce que je n'avais pas eu le temps de jeter un œil, et effectivement, quand vous
cliquez sur le compte, vous avez tout en bas à rejoint X en telle période. Vous voyez, alors moi, c'est mai 2007. Et il y a marqué compte basé dans le pays suivant, donc France. Jusque-là, il n'y a pas d'erreur. Et vous avez même connecté via France App Store. C'est-à-dire que c'est une information supplémentaire, c'est-à-dire qu'on sait dans quel environnement logiciel vous êtes, puisque, effectivement, moi, j'ai dû créer mon compte et me connecter depuis mon iPhone, quoi. Donc, c'est encore, tu parlais de ce resserrage, ça se resserre encore un peu, tu vois. On en sait un petit peu plus. C'est des informations intéressantes. C'est intéressant. Des informations intéressantes, avec quand même une réserve que Pierre évoquait, c'est que la fiabilité du système, pour l'instant, elle reste à mesurer. Notamment, des ingénieurs de Twitter ont expliqué que si tu te connectais avec des appareils différents, ça allait toujours prioriser l'iPhone. On va savoir pourquoi. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un Android, un iPhone, mais qui a un VPN sur son iPhone, ça va donner la localisation de l'iPhone et pas celle du Android. Donc, il y a quand même quelques pièges là-dessus. Ça peut fausser l'information. Les voyages aussi, ça va retenir l'adresse IP de ton dernier voyage, y compris si tu es rentré en France. Donc, ça peut fausser les résultats. Et sur les VPN, on n'est pas encore complètement sûr que Twitter arrive à bien détecter tout ça. Ça risque de s'améliorer. Donc moi, je salue complètement l'effort de transparence et je trouve que la fonction, en effet, elle révèle un phénomène qu'on connaissait tous. Ça fait des années qu'on dit qu'on se moque des comptes en disant c'est des fermes russes, c'est des fermes indiennes, tout ça. Donc on savait que ça existait, mais là, on en a une preuve. J'ai vu des comptes se défendre en disant « Mais non, c'est juste un VPN, moi je suis vraiment en France ». Quel est l'intérêt pour un compte de mettre un VPN pour se faire croire qu'on est en Russie. Mais bien sûr, quel est l'intérêt pour un compte d'extrême droite française d'être localisé au Sénégal ou d'être localisé en Inde qui se connecte aux États-Unis ou en Suisse, je comprends parfaitement. Ça permet de contourner plein de choses, mais ça n'a aucun intérêt. Donc ça prouve qu'il y a vraiment un problème. Mais quand même, attention avec la manière dont Twitter affiche ses résultats, qui parfois, on peut vite traîner quelqu'un dans la boue en le disqualifiant, alors que il y a quand même un petit flou. Il y a un petit flou. Il y avait notamment, alors je ne me souviens plus dans quel pays il était localisé, il y avait un journaliste palestinien, je crois, qui était localisé en Macédoine, un truc comme ça. Et en fait, les gens disent « Ah, tu nous racontes n'importe quoi ». Tout le monde l'a disqualifié. Et il a dit « En fait, moi, j'utilise un VPN parce qu'autrement, je suis mort ». Donc, effectivement, il y a des cas. Une fois encore, ça met la révélation de la localisation révèle un autre travers des réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à juger un peu trop vite et à s'emporter un peu trop vite, peut-être parce qu'on a un peu trop d'anonymat, je sais pas. Enfin, moi, je suis pas pour qu'on arrête d'être anonyme sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut juste qu'on se comporte dignement, mais bon, c'est mon point de vue personnel. Le problème, c'est que toi, peut-être, tu te conduis dignement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, donc, mais je trouve effectivement, c'est en tout cas intéressant parce que on a tendance à être pris dans cette espèce de vortex d'informations qui tombent de partout, avec les high slope, l'espèce de contenu généré par les IA qui nous tombent dessus. C'est encore pire parce que, en fait, non seulement c'est un flux d'informations permanent, mais en plus, il faut faire l'effort systématique de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que l'information est fondée ou pas, est-ce que cette information qui semble fondée n'est pas complètement générée par l'IA. Ça devient un exercice presque éreintant, en fait, d'une certaine manière. Et apporter cette lumière à cet instant-là, je trouve que c'est intéressant. Et je trouve d'ailleurs, d'une certaine manière, alors que Elon Musk n'est pas forcément, même s'il le clame très haut et fort, pour la transparence, il n'est pas forcément pour la transparence en permanence. Disons qu'il est plein de paradoxes. Il est plein de paradoxes. Qu'il a appuyé sur le bouton ou qu'il ait dit « ouais, allez-y », d'une certaine manière, je trouve ça assez surprenant et réjouissant. Et ça a d'ailleurs révélé que parmi les comptes fans d'Elon Musk qui répondent à tous ses tweets H24, qui relayent toute son actualité, je pense aux comptes Doge Designer, tout ça, qui se font passer pour des bons Américains, etc. Tu en as un qui est à Singapour, il y en a un qui est en Inde. Enfin, en gros, tous les mecs qui se font passer pour les Américains militants, Musk a raison, lapsus, en fait, c'est pas du tout les Américains. Ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de parcourir les paramètres du compte. Vous pouvez, malgré tout, flouter un peu tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que vous pouvez utiliser le pays, soit la région ou le continent. Voilà. Mais de manière automatique, c'est la localisation la plus précise, c'est le pays. Mais après, vous pouvez un peu flouter quand même tout ça. Mais effectivement, quand on est en Inde, on n'est pas aux États-Unis, même en termes de continent. Non, ça marche pas. En fait, ce qui serait bien, c'est d'élargir à une forme d'historique. Alors peut-être pas un historique précis pays par pays, parce que ça permettrait de localiser ou suivre quelqu'un, donc c'est dangereux. Mais par exemple, ça dit le nombre de fois où un compte Twitter a changé de nom. Ça aussi, c'est intéressant. On a vu qu'il y a plein de comptes qui sont actuellement des comptes, je sais pas, pro-Milei, qui en vrai ont eu 10 noms différents ces 2 dernières années. Donc ils changent en fonction de la tendance pour jouer. Et pour garder leurs followers aussi. Pour garder les
les followers ou vendre ses comptes aussi. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un historique sur le nombre de changements de pays. Si ça dit 25 connexions dans des pays différents en 3 semaines, bah, tu sais que le mec utilise un VPN et qu'il cache quelque chose. Ou qui voyage beaucoup. Oui, ou alors il y a plusieurs personnes connectées sur ce compte à divers endroits. Ça permet. Malgré tout, après, bon, voilà, ça. C'est pas une information très exacte finalement. Oui, et surtout qu'elle est facile à fausser maintenant que le système est mis en place. Il suffit d'avoir un VPN fixe pour la ferme à clic, tout le monde se connecte dessus et puis voilà. Voilà pour cette info. On enchaîne avec une autre actu qui, et je le disais dans Tech & Co, est un vieux serpent de mer depuis quasiment 10 ans. La plus haute antiquité. Voilà, même plus que 10 ans. On évoque bien toujours ce sujet. Est-ce que le téléphone portable est dangereux ? Est-ce que les ondes des téléphones portables, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, sont dangereuses pour l'homme ? Notamment, vous savez qu'il y a eu, il y a quelques années de cela, une étude qui avait semé le trouble aux États-Unis. En fait, il y avait des scientifiques qui avaient exposé des rats, je crois, à en fait, une puissance d'ondes de téléphone portable qui était sans commune mesure à ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, les rats avaient développé des tumeurs cancéreuses. Donc, effectivement, tout ça, ça avait un peu paniqué tout le monde. Depuis, il y a eu énormément d'études qui ont été faites et qui vont toutes dans la même direction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve scientifique de la dangerosité des ondes des téléphones portables. Ouais. Alors, ce qui est intéressant de dire, il faut essayer de se mettre dans l'état d'esprit d'un scientifique. Un scientifique, tant qu'il n'a pas la preuve, par A plus B, même si je simplifie, que quelque chose est dangereux, il va dire « je n'ai pas de preuve que c'est dangereux ». Ça ne veut pas dire que, par ailleurs, c'est... Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, à ce jour, il n'y a pas de preuve. Ouais. En fait, il faut vraiment avoir ça en tête. Parce qu'en fait, là, il y a eu 250 études qui ont été épluchées sur, effectivement, une dizaine d'années. Et... il n'y a pas eu de preuves vraiment qui disent que le téléphone est dangereux pour la santé. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de rentrer un petit peu dans le détail. Il y a les 3 types d'études, les 3 types d'outils qui sont utilisés. Il y a les études en laboratoire où on soumet des cellules à des radiations. Oui. Là, il n'y a pas de... c'est pas vraiment concluant, donc effectivement, il y a un stand-by. Il y a la question sur les rats, mais c'est pareil, il y a un problème, c'est généralement sur des rats qu'on émet les ondes, il n'y a pas d'ensemble cohérent qui permettent il y a des cellules parfois qui se développent, des cellules cancéreuses qui se développent, mais ce n'est pas suffisamment cohérent pour qu'on ait un lien entre l'émission d'ondes radio et le développement de cancer. Et puis après, il y a ce qui est le plus intéressant, c'est les cohortes, c'est-à-dire en fait des études sur de grands ensembles de populations. Oui. Là, c'est fait essentiellement en Europe. Je crois que c'est 40 000 en France de personnes, il me semble. Et ça, c'est intéressant parce que en fait, c'est là qu'en posant des questions à des gens sur leurs habitudes, sur ce qu'ils font, etc., on arrive sur très long terme à voir s'il y a des éléments concordants qui aboutissent à effectivement des développements de cellules cancéreuses. Et donc, de ces trois outils, ressort qu'effectivement, pour l'instant, on n'a pas la preuve que les ondes radio émises par les téléphones sont dangereuses. Alors, évidemment, il y a toujours la question de quand on les met contre son oreille, c'est là que c'est le plus risqué, donc il faut éviter d'utiliser des casques, des kits main libre ou des écouteurs. Ça, c'est toujours un conseil. Il y a aussi la demande de faire attention aux enfants, parce que les enfants, effectivement, on sait que... Oui, ils sont peut-être plus sensibles. Voilà, un corps en développement est plus sensible. Enfin, voilà, c'est différentes conclusions, avec aussi, si je me souviens bien, cette volonté d'élargir à la question de la fertilité, l'impact éventuellement des ondes radio sur la fertilité. La fertilité, d'accord. Mais effectivement, il n'y a pas d'éléments qui disent, regardez, si vous mettez votre téléphone et vous passez un coup de fil, vous allez avoir un cancer dans 10 ans. Ouais. Nico ? Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, j'espère que c'est vrai. Non, en effet, après... Après, c'est vrai que nos usages ont changé des téléphones. À l'époque, on avait tous les téléphones à l'oreille, qui était sans doute, on va dire, le geste le plus dangereux, entre guillemets, parce que encore, à partir du moment où il n'y a pas de lien. Non, mais admettons, dans l'absolu, tu vois, le fait d'avoir un téléphone collé à l'oreille, on peut imaginer que toute l'électronique et toute la puissance pouvaient irradier une partie du cerveau. Il y a l'UDAS, toujours. Oui, techniquement, s'il y a un problproblème de radiation, plus c'est proche du cerveau, plus c'est dangereux. Maintenant, il n'y a aucun problème de radiation avéré. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on tient moins le téléphone à l'oreille qu'avant. Oui, aujourd'hui, on met des amplis, on navigue, on envoie des WhatsApp, des vocaux, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que
ça modifie un petit peu, je pense, les usages et la manière dont on utilise le téléphone. Ça a dû les modifier, mais on pourrait aussi dire qu'il y a de plus en plus de produits connectés qui se portent sur le visage, que ce soit des lunettes, des écouteurs sans fil. Donc, s'il y avait vraiment un lien entre alors là, les c'est ondes Bluetooth. Le problème, c'est que c'est là où ça se complexifie. Mais les ondes en général, il y a des personnes qui ne font pas la distinction entre les ondes. C'est justement ce que j'allais dire, c'est que tout le paradoxe entre toutes ces études, en effet, c'est pas la première qui dit qu'il n'y a pas de lien avéré, mais pourtant on n'a jamais eu autant de patchs échantillons qui se vendent un peu partout. On n'a jamais vu autant d'influenceurs faire justement des trucs sur comment bien se protéger. On n'a jamais eu autant de personnes qui mettent leur téléphone dans la cuisine le soir avant de dormir au cas où, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer, ou les fonctions pour désactiver le Wi-Fi la nuit aussi. D'ailleurs, sur ce point, j'ai un peu pris le problème à l'envers en disant, c'est juste rappeler qu'il n'y avait pas de preuves, mais voilà, c'est important de préciser aussi que ces études a dit que laisser son téléphone sur sa tête de lit, enfin sa table de chevet éteint, c'est-à-dire je regarde un truc, je l'éteins, je le pose, ou l'avoir dans sa poche ne posait pas de problème pour la santé. Donc Enfin, quand tu dis éteint, c'est en veille. Oui, quoi. en veille. Il n'est pas éteint le téléphone. Enfin, j'éteins mon écran et je le pose. C'est ça, mais il continue à être connecté, voilà, il continue à recevoir des mises à jour. Là non plus, il n'y a pas d'études qui démontrent que c'est dangereux. Pour l'instant, non, il n'y a pas ce lien. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je trouve ça assez étonnant de voir qu'on a des études sérieuses qui disent que tout va bien, mais que malgré tout, je me rappelle là, du scandale de l'iPhone 12 il y a quelques années, dès qu'il y a eu un léger dépassement d'un DAS qui est déjà un seuil ultra minimal par rapport à ce qui est considéré comme dangereux, on en fait des affaires, tous les médias sont en boucle là-dessus, il y a des associations spécialisées dans les ondes, c'est assez fou de se dire que... Il y a le fameux principe de précaution, même si sur l'affaire de l'iPhone 12, effectivement, l'Union européenne a donné raison à la NFR finalement. Oui, au final, oui. Voilà. Donc, mais c'est vrai que sur un respect des lois strictes, c'est ça le problème. En fait, c'est toujours quand l'État a une obligation de normalement protéger ses citoyens. Donc c'est vrai que ça peut pousser à la parano, mais si on veut résumer, ça sert à rien de se mettre un chapeau en aluminium, quoi. Et c'est un drôle de message qu'on envoie quand on est en boucle pendant une semaine là-dessus. Un truc comme ça. Voilà. Bal masqué, ça peut avoir du sens. Ouais, ça peut avoir du sens. D'ailleurs, je t'ai vu en bal masqué avec un... Ça t'allait bien. Ouais, c'est vrai. On m'appelait Cage de Faraday. C'était mon nouveau nom. C'est ça. Écoutez, voilà, c'est plutôt rassurant tout cela, même si il n'y a pas d'avis tranché. Les scientifiques, vous le savez, ne tranchent jamais une décision parce qu'on n'a peut-être pas les outils qui détectent aujourd'hui. Voilà. Dans l'actualité, j'aimerais qu'on enchaîne sur ce produit un peu mystérieux que nous présente depuis pas mal de mois maintenant deux stars de la tech. D'un côté, Sam Altman, le patron d'OpenAI, et de l'autre, la star d'Apple, l'ex-star d'Apple, ex-star du design d'Apple, c'est Jonathan Ive. Ces deux gars-là, maintenant s'entendent comme deux larrons en foire, si je puis dire, pour imaginer le smartphone du futur. En tout cas, on ne sait même pas si c'est le smartphone du futur. En tout cas, un objet qui serait un peu l'écrin parfait de ChatGPT et de tout ce que fait, de tout ce que fait en termes d'IA OpenAI. Et c'est intéressant parce que forcément, on se dit, waouh, à quoi ça va ressembler ? Première question, à quoi ça va ressembler ? 2, à quoi ça va servir ? 3, est-ce que ça aura une utilité ? Est-ce que ça va bouleverser notre quotidien ? Ça pose plein de questions. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est pas de rigolo, ces gars-là. C'est pas, le projet Human et AI, qui était, somme toute, très respectable. Mais en fait, voilà, c'était deux personnes, deux ex de chez Apple, qui ont lancé ça dans leur coin. On s'est très vite rendu compte que c'était un truc bidon. Mais là, on se dit quand même, quoi. C'est un peu comme si vous aviez, je sais pas moi, George Lucas et Steven Spielberg qui vous dit, vous savez quoi ? Dans 2 ans, vous aurez un nouveau film. Bon, ça risque d'être pas mal, quoi. Vous voyez un petit peu le truc ? Oui, non, l'association des génies, entre guillemets, elle donne envie. Mais le projet est très mystérieux. Alors, pour l'instant, on pourrait difficilement faire plus mystérieux. Ça fait des années qu'on parle de cette rumeur de Jonathan Ive qui serait proche d'OpenAI. Finalement, ils l'ont officialisé en début d'année en disant que, oui, les deux sont devenus meilleurs amis. Ils s'adorent. Ils disent qu'il y a eu un coup de cœur à la première rencontre, qu'ils dînent ensemble. C'est fraternel. Enfin, vraiment. Ils dînent ensemble. Ça reprend énormément le storytelling du Johnny Ive et Steve Jobs avec du Johnny Ive et Sam Altman. En mode, il a retrouvé son nouveau D'autant que Jonathan associé. Ive, qui était très discret avant cette rencontre avec Sam Altman, ne se montrait très peu finalement. Et c'est intéressant de voir on voit que ce gars-là fonctionne sur l'affect.
et a trouvé un peu son nouveau partenaire. Son nouveau partenaire. Donc forcément, cette collaboration intrigue énormément. On sait que Jonathan Ive a fondé une startup qui s'appelle IO pour fabriquer des objets et que OpenAI l'a racheté à un prix d'or. C'est la première fois qu'on rachète une startup une fortune alors qu'elle n'a aucun produit. Donc vraiment, il y a quand même on a racheté Jonathan Ive. Jonathan Ive d'ailleurs, qui à San Francisco a acheté des quartiers entiers. C'est-à-dire qu'ils ont des immeubles pour ces entreprises. Enfin, il fait partie des personnes les plus puissantes de San Francisco dans la tech et dans l'investissement, mais qui pour l'instant n'a pas vraiment prouvé qu'il avait une idée révolutionnaire. Donc là, tout ce qu'on sait sur ce produit, c'est que ça a l'air d'être un truc post-smartphone, donc pas d'écran. On sait que l'idée, c'est d'avoir une compréhension du contexte permanent. C'est ce qui manque à ChatGPT aujourd'hui. C'est que ChatGPT n'est pas avec vous en permanence, donc vous devez lui expliquer des choses quand vous lui posez des questions. L'idée, c'est que ce produit serait capable de tout comprendre de votre vie, et donc d'être l'assistant parfait. Et c'est marrant, il est décrit ce produit comme joyeux, comme calme, comme simple. Enfin, honnêtement, tu disais en lancement que le produit d'Human, on s'est finalement rendu compte que c'était n'importe quoi au bout de quelques mois. S'il n'y avait pas Sam Altman et Jonathan Ive, je te dirais, ça va être pire que le produit d'Human. Pourquoi pas ? J'ai hâte de voir. Je pense que le jour où ils vont l'annoncer, il va y avoir un tremblement de terre dans la Silicon Valley. Tout le monde sera là pour découvrir ce truc. Il y a un gros risque de faire un hors-sujet total, mais c'est très intriguant. Ouais, grosse hype. C'est dans 2 ans, hein. Ils disent ça y est, ils ont un prototype fonctionnel et Sam Altman dit que quand on va le voir, on va se dire mais oui, c'était ça. Mais oui, forcément. On a hâte de voir. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait déjà eu des prototypes et là, en fait, ils ont dit c'est le prototype. C'est le prototype. Il y a eu comme si il y a plusieurs itérations. On parlait de coup de foudre entre les deux hommes. Là, c'est un petit peu. On a atteint le Graal, maintenant il faut un peu travailler, encore 2 ans avant que ça sorte, mais il y a vraiment eu de ce qu'ils en disent évidemment, hein, je ne suis pas allé dans leur labo, il y a vraiment ce côté, on a atteint un cap où on a trouvé, on a un peu on a hacké le truc. Quoi. Ouais. Voilà, on a trouvé la solution. Effectivement, comme disait Nico, on en sait tellement peu que par ailleurs, on ne sait pas ce que ça a donné, et puis surtout, en 2 ans, ChatGPT a le temps d'évoluer tellement, s'il a tellement fait en 3 ans, il peut rajouter 2 ans de plus. On peut imaginer un assistant beaucoup plus multinodal encore, etc. Totalement. Le risque aussi, hein, parce que là on imagine le positif pour OpenAI, et Sam Altman le prédit, il l'a dit à ses équipes, il y a aussi un risque qu'OpenAI entre dans une phase un petit peu plus négative. Ils ont fait beaucoup de promesses, d'annonces, d'investissements qui a priori ne pourront pas être tenues, et ils avaient beaucoup d'avance, ça y est, Google est devant. Google, c'est une puissance de feu, c'est des services utilisés par plein de personnes. On sait qu'il va y avoir le deal avec Apple l'année prochaine qui va faire qu'Apple va enfin avoir un bon Siri et qui serait basé sur Google, pas sur OpenAI. Donc tu as aussi potentiellement un risque d'annoncer un produit trop tard avec beaucoup moins de force de frappe pour OpenAI. Je pense que je ne vais absolument pas m'amuser à prédire la fin d'OpenAI avec 800 millions d'utilisateurs par semaine. Je pense qu'ils sont quand même tranquilles, mais ils pourraient perdre leur aura de boîte leader absolu de la tech. Après, c'est vrai qu'on se pose plein de questions. Est-ce que ce produit regardera, entendra ? On parle aussi d'intelligence artificielle ambiante, c'est-à-dire qu'il pourrait comprendre le contexte et savoir en permanence. Savoir où on est et aller plus loin que ce que fait aujourd'hui ChatGPT, comprendre les situations, etc. Bon, tout ça est important, immense, on verra bien. Et une fois encore, ça pose la question de la puissance de calcul derrière. Parce qu'un ChatGPT sollicité, j'allais dire 24 heures sur 24, ou en tout cas du matin au soir par les gens qui l'utilisent, mais de manière permanente, ça demande une puissance de calcul énorme, de l'énergie de manière phénoménale. Alors effectivement, quand Sam Altman dit qu'il faut que les États-Unis rajoutent 100 gigawatts par an en puissance électrique sur le réseau pour satisfaire les besoins de l'IA, oui, effectivement, si on lance un produit qui écoute en permanence, je ne suis pas sûr que ça suffira. Totalement, Bon, écoutez, on n'en sait pas plus. Ça attise notre curiosité. Oui, c'est le mystère, le grand mystère. Et on adore ça, les mystères. Et l'objectif est tenu. Rendez-vous dans 2 ans. Dans l'actu, tiens, une petite info qui est plutôt, je trouve, moins positive et qui va nous faciliter la vie dans nos câbles et autres chargeurs, les amis. L'Europe a encore frappé. Elle a toujours frappé, parce que c'est toujours la même loi. C'est toujours le même truc. C'est la même. Mais rien de nouveau. Voilà, mais disons qu'elle s'étend à d'autres gammes de produits.
c'est le fameux USB-C qui... alors moi, franchement, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. C'est sans doute une des réglementations qui met le plus tout le monde d'accord. Le fait d'avoir un seul chargeur qui charge ton téléphone, tes oreillettes, ton PC, etc., c'est génial. Bien sûr. Non, c'est super. Le chargeur universel a longtemps été critiqué à l'époque du micro USB, quand la loi n'était pas très claire, mais la réglementation sur l'USB-C, je pense qu'elle est appréciée mondialement et que personne ne considère que l'Europe a fait une erreur avec ça. La grosse nouveauté, alors déjà, le déploiement était en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y avait 2024 pour les appareils mobiles et 2026 pour les ordinateurs. Donc, vous allez me dire, il n'y a plus beaucoup d'ordinateurs qui ne sont pas en USB-C aujourd'hui, donc l'impact sera limité, mais en tout cas, je crois que c'est le 26 avril 2026 en France. C'est ça, ouais. Il y aura l'obligation pour tout ordinateur. Voilà, tu achètes un ordi, tu te retrouveras plus avec un chargeur là, débile, un truc. Non, mais c'est vrai, attendez, il y a encore des Dell, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui ont des chargeurs qui ne sont pas USB-C. Le paradoxe est que tu es obligé d'autoriser la recharge par USB-C, mais que tu as le droit de fournir une recharge propriétaire en parallèle. Et sur les ordinateurs, là où il y a une question qui se pose... Non, mais ça, c'est pas gênant. Oui, mais tu vois, par exemple, c'est ce que disent beaucoup les constructeurs de PC gaming. Apple le fait avec le MagSafe, mais la contrainte pour les PC gaming, c'est que parfois la puissance dont ils ont besoin pour leur PC portable, les normes USB-C ne sont pas compatibles. Donc du coup, ça va les forcer à avoir 2 chargeurs dans la boîte, un pour l'USB-C et un pour pouvoir jouer sur secteur. Donc, tu veux dire par là que le chargeur USB-C ne peut pas fournir assez de puissance pour un PC gamer? Je ne sais plus à combien il monte, mais il monte à 240. Ouais, pour l'instant, je me souviens plus du plafond, mais quand on a certaines alimentations de portables de gaming qui sont à 300 et plus watts, forcément, l'USB-C n'arrive pas à satisfaire cette demande. Pour l'instant, après, je ne sais pas quelles sont il y a forcément une montée en puissance de l'USB-C, mais pour l'instant, effectivement, ça risque de ne pas satisfaire. Parce que c'est un connecteur top quand même, l'USB-C. Il y a tout qui passe dedans. Tu as Internet, tu as HDMI, tu as l'électricité, enfin, tu as tout, quoi. C'est un super truc. Il manque juste l'eau. Ouais. Sur un PC gaming, c'est pas dire les serveurs d'IA. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, et je suis complètement d'accord que l'Europe a fait quelque chose de génial en imposant ça. Néanmoins, il y a un petit effet latéral et Apple, comme les autres, le vendent comme un effet bénéfique et un choix écologique. C'est que maintenant, dans les smartphones, et bientôt, chez Apple, ils le font déjà, il n'y a plus de chargeur dans la boîte. Y compris dans les Mac. Voilà, dans les Mac, le chargeur n'est plus fourni. Et l'excuse, c'est la loi européenne qui nous dit qu'on n'a plus le droit. Non, la loi européenne, elle dit qu'il faut il faut offrir à l'utilisateur le choix. C'est-à-dire, soit lui fournir un modèle avec, soit un modèle sans. Mais vu qu'en termes de logistique, c'est juste un enfer sur Terre, c'est impossible, on fait le choix de ne pas fournir. Quitte à revendre derrière, parce qu'évidemment, les chargeurs, on peut en avoir besoin quand même. Voilà, de recharger. Si on jette son MacBook Air au bout d'une charge, parce qu'il y a de la batterie vide, ça va coûter vite cher. Voilà. Et les Mac pourraient très bien... les Mac pourraient très bien, comme Apple, laisser l'option, voulez-vous un chargeur? Appuyez ici, c'est gratuit, on vous le donne en plus. Mais non, ils préfèrent le faire payer 70 € quand même, pour l'écologie. Une paille, 70 €. Et ils nous font la même histoire avec les kits piétons. Je rappelle qu'avant, c'était intégré dans les emballages des téléphones portables. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus que ce petit câble. Et juste sur l'USB-C, on oublie, on a parlé de ce qui arrive en 2026, mais ce qui va arriver fin 2028, et ça, c'est la grosse nouveauté de cette semaine, c'est qu'ils vont rendre obligatoire, vous savez, les chargeurs avec le port USB détachable. Aujourd'hui, on prend par exemple la première Nintendo Switch, le chargeur était un câble soudé qui partait en USB-C vers la console. Là, maintenant, la loi va imposer que le chargeur ait lui-même un port USB-C et que le câble soit détachable, ce qui va permettre de créer des choses un petit peu plus modulaires. Là aussi, je pense que c'est une bonne chose. C'est bien. Et puis là, c'est un vrai geste pour l'environnement. Parce qu'au lieu d'avoir 50 chargeurs pour trouver les bons bouts, etc., là, maintenant, on n'en a plus qu'un. Totalement. Reste à savoir quelle va être la durée de vie en fait, du système USB-C. Tu vois. Est-ce que dans 10 ans, ça existera toujours? On ne sait pas, il y aura certainement une évolution. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que plutôt que de jeter chargeur plus câble, si le câble est abîmé, par exemple, le chargeur d'une console qui est souvent une console portable comme la Switch qui est transportée dans un sac, abîmé, enroulé en permanence, plutôt que de tout changer, on changera juste le câble et c'est quand même effectivement écologiquement vachement mieux. Eh bien voilà, cette première partie de Ce de quoi je mêle se termine avec une très bonne nouvelle. Vive l'USB-C les amis. Vive Numérama. Merci, ça fait plaisir. Voilà, avec Nicolas Lelouch. Vive Tech & Co, bien évidemment. Merci. Le petit cousin de BFM Business et de quoi je me mêle. Merci beaucoup Pierre Fontaine et Nicolas Lelouch. On se retrouve à la fin de cette émission pour le petit module bonus.
Yes. On va voir de quoi on va Allez. parler, mais il y a un petit truc intéressant. Moi, j'aime bien le sujet AirDrop qui arrive sur Android. Je trouve ça assez rigolo. C'est marrant, ouais. On lit beaucoup, tout est son contraire là-dessus d'ailleurs, donc il y a pas mal de choses à dire. Voilà, on va parler de ça. Ça, c'est le petit module bonus, vous savez, qui est réservé à tous ceux, à vous qui écoutez De quoi je me mêle et qui téléchargez le podcast audio. Vous restez avec nous dans un instant. Deuxième partie, ce sera avec Christophe Joly et on va remonter le temps, les amis, et nous intéresser au système d'exploitation Android sur les téléphones. Et ouais, c'est arrivé en 2008 et c'était sur un HTC, je crois. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.